Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. On accueille aujourd'hui deux invités, évidemment de manière séparée. Maître Sonia Saint-Louis sera avec nous pour commenter ce texte paru récemment et qui a pour titre « L'accord de Mariotte, le jeu force à raisonner ». Et dans un second temps, nous aurons le privilège de recevoir sur le plateau Madame Fedora Pierre-Louis, directrice d'engagement public à la World Vision, à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention universelle du droit des enfants. Et sans tarder, nous accueillons Maître Sonnet qui est déjà sur le plateau. Bonjour Maître et merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell Théodore pour cette invitation. Nous allons certainement profiter de cette opportunité pour jeter un peu de lumière dans cette obscurité de nos droits aujourd'hui en Haïti. Tout comme le titre est osé et fort. Le jeu force, en fait, l'accord force, l'accord de Mariotte, le jeu force à raisonner. Et là, vous parlez dans votre introduction de non-droit, de l'obscurité et tout ça. Oui, absolument, parce que il y a quand même des enjeux. Parce que les questions ne sont, bien qu'ils paraissent simples pour certains, mais compliquées pour d'autres. Mais il y a des enjeux là-dedans. Bon, c'est ce que l'on peut facilement comprendre et expliquer. Nous parlons de politique, nous parlons de pouvoir, nous parlons d'intérêt. En aucune façon, on ne saurait nier les enjeux. Ouais. D'accord, l'accord de Mariotte, pour moi-même, il traduit le niveau de déchéance de la pensée politique haïtienne, mais aussi le niveau de la déchéance de la pensée intellectuelle. Là encore, c'est fort. Absolument. Parce qu'en fait, je pense que nous sommes à un moment crucial où nous devons dire la vérité. Vérité en pour, c'est qui ça veut dire? Et pour moi-même, ce n'est pas la vérité qui fait mal, mais c'est le mensonge qu'on cache. Donc il y a le mensonge du politique, il y a aussi le mensonge du droit. Quand je dis les niveaux de déchéance... C'est pas la vérité qui fait mal, mais le mensonge qu'on cache. Alors qu'en général, on dit que c'est la vérité qui blesse. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, mais la vérité ne fait mal. Il ne faut pas cacher la vérité, mais peut-être que c'est la manière de dire la vérité. Parce qu'il y a des gens qui disent la vérité tout cru. Mais moi, je dis la vérité au fur et à mesure. C'est-à-dire, au point de vue pédagogique, il y a une façon de dire la vérité. Il y a une façon pour dire la vérité, pour que la vérité traverse les gens. Et vérité pour l'un autour de l'accord. Oui, justement, moi-même, on dit que vérité pas maintenant. Parce que, entre ma vérité et votre vérité, il y a certainement la vérité. Ça veut dire que je ne peux pas dire que je possède la vérité. Mais j'ai ma propre approche et j'ai ma propre démarche de ce qui a été fait à Mariotte. Et c'est la raison pour laquelle, quand je dis que ça traduit un niveau de déchéance de la pensée politique haïtienne et de la pensée intellectuelle tout court, ça veut dire qui ça? Je me sens à quoi il y a une fatigue. Il y a une fatigue intellectuelle, mais aussi il y a une fatigue politique. Et je me suis dit, est-ce que les concepteurs de cet accord, pour eux-mêmes, ce n'est pas le temps de prendre un peu de repos? Parce que le monde qui réfléchit sur l'accord-là, on pense que fatigué intellectuellement. Intellectuellement et politiquement, et pour moi-même, c'est le temps de prendre un peu de repos. Pour la simple bonne raison, on ne fait pas de politique sans les idées. C'est-à-dire, pour faire de la politique, il faut avoir un fond d'idées et des valeurs. Et c'est à partir de fonds idées ça, et des valeurs ça, pour approcher la politique.
Et c'est la raison pour laquelle, dans le texte, je dis que est-ce que ce n'est pas le moment de penser à un renouveau modernisateur dans un nouveau paysage politique et intellectuel? Système? C'est-à-dire, il faut penser à un nouveau système. Mais il faut penser d'abord le système. Donc, c'est-à-dire il faut penser le système, il faut penser au système. Au système, d'abord. Par exemple, pour moi-même, l'accord des Marriott, au point de vue stratégique, ça a été une catastrophe. Et je vais m'expliquer pourquoi. Il y a 4 raisons qui font me dire que c'est une catastrophe. Premièrement, Marriott a refroidi l'élan de la rue. Ça veut dire catastrophe sur le plan politique, ça veut dire du côté de l'opposition, pour moi c'est une catastrophe. Parce que, soit pour remarquer dans la rue, Marriott a refroidi l'élan de la rue. Deuxièmement, Marriott n'a pas atteint ses objectifs, dans le sens que on n'est pas arrivé à contraindre le président de la République à la démission. 4e raison, on n'a pas procédé au choix du président de la République et l'installation du gouvernement. Bon, 4 jours de Kéline en route. Donc c'était promis quand même. L'installation la désignation du président provisoire de la transition et l'installation du gouvernement. Pendant tout ce laps de temps-là, ça veut dire dès Marriott à aujourd'hui, donc ça veut dire ça n'a pas bougé. Et c'est la raison pour laquelle, dans mes analyses qui sont aussi tranchantes, je dis que c'est la suprême bêtise. Dans le sens que on n'a pas obtenu la démission du président de la République. Mais on veut désigner un président de la Cour de cassation. Arrêtons là. Arrêtons-nous là. Au moment où je vous parle, rappelez-nous dans l'histoire, Yoté utilisé la formule de la Cour de cassation peut-être à peu près 3 fois. De 87 à nos jours, je me rappelle, c'est quand le président Prosper Avil avait donné sa démission. Deuxièmement, avec État Pascal Trouillot. Non seulement... Là, nous sommes en 1990. En 1989-90. À ce moment-là, non seulement il y avait un vide de pouvoir, mais aussi il y avait une vacance présidentielle. Mais il y avait aussi, Wendell Théodore, une constitution qui avait prévu la solution en cas de vacance présidentielle. Donc là, vous êtes en train de nous dire que l'actuelle constitution ne confère pas ce rôle. Je vais y arriver. En 90, il y avait un coup d'État militaire qui avait entraîné le départ du président Jean-Bertrand Aristide. Donc, il y avait un coup d'État. Ça veut dire que le coup d'État a entraîné une vacance présidentielle, un vide de pouvoir. Or, il y avait une constitution dans son fameux article 149 de la Constitution qui disait en cas de vacance présidentielle, donc on choisit le président de la Cour de cassation et à défaut, ensuite de suite. En 2004, même si le président Aristide avait donné sa démission, même si c'était une démission forcée et contrainte par l'international, mais il y avait quand même un vide de pouvoir et une vacance de pouvoir. Il y avait aussi une constitution, c'est-à-dire la même constitution de 1987, non amendée, qui te prévoit en cas de vacance présidentielle, on doit recourir à la solution de la Cour de cassation. À l'heure actuelle, il n'y a pas ni de vide de pouvoir, ni de vacances présidentielles. Et encore, par une constitution qui prévoit, en cas de vacances présidentielles, on doit recourir à la Cour de cassation. Parce que la Constitution amendée de 1987 exclut la Cour de cassation dans la solution en cas de vacances présidentielles. Donc, ça qui mène nous à quoi? À justifier, si vous voulez, les pressions exercées, par exemple, sur le président de la République. La mobilisation à travers les rues, c'est pour forcer le président à démissionner. Mais on n'a pas... Et c'est la raison pour laquelle que je disais, Marriott n'avait pas atteint ses objectifs
parce qu'on n'avait pas contraint le président de la République à la démission. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, à cette phase des discussions, il faudra soit jeter l'accord dans la poubelle ou bien ne pas en faire cas? En tout cas, justement, bon, ça veut dire que c'est le monde qui fait accord qui pour évaluer. Nous sommes dans une situation où ils doivent évaluer leur démarche, ils doivent évaluer leur approche. Premièrement, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de démission. Jusqu'à présent, il n'y a pas de démission du président de la Cour de cassation. Non seulement il n'y a pas de démission, on n'a pas encore procédé au choix du président et de la transition, et ni installé le gouvernement qui va succéder à Jovenel Moïse. Dans ce cas-là, l'accord de Mariotte n'avait pas atteint ses objectifs. Et pourquoi j'avais dit que c'était une déchéance au point de vue politique et intellectuel? Parce qu'on devait concevoir tout cela. On devait prévoir alors. On devait prévoir tout cela. Ça veut dire quels moyens dont disposent les concepteurs de l'accord de Mariotte pour y arriver à la mise en à sa mise en application. Est-ce que si nous prenons réflexion, non, nous essayons d'adapter à la réalité, jeudi, mercredi 20 novembre, gagné un émissaire américain qui a entré en Haïti, qui a venu chita avec les protagonistes. Et là, on dit, ou rappeler que pour que, en fait, même si c'est sous pression, Jean-Bertrand Aristide te remettre démission, même si c'est sous pression internationale, par exemple. Est-ce que nous ne sommes pas capables de dire que l'opposition est sous route pour gagner cause là, dans la mesure où l'international est capable de venir tout, et puis il dit, Monsieur Jovenel Moïse, vous ne dirigez rien, donc vous devez partir. Voilà, parce que ce serait Wendell Théodore l'échec de la communauté internationale. Il ne faut pas sous-estimer que nous évoluons dans un paradigme, c'est-à-dire la démocratie représentative. Les Nations Unies, depuis presque après le coup d'État de contre Jean-Bertrand Aristide, les Nations Unies s'installent chez nous à travers plusieurs missions déléguées à cette fin. Mission Nations Unies, c'était renforcer la démocratie. Et quand on dit démocratie, les élections constituent la voie démocratique par excellence. Donc ça veut dire comment, avec la présence des Nations Unies, parce qu'il y a les bureaux intégrés des Nations Unies en Haïti, donc les Nations Unies étaient là pour renforcer la démocratie. Comment pourrait-elle admettre, en présence l'Ijodia, l'installation du gouvernement de transition? Mais c'est l'échec quand même de la communauté internationale, et notamment les États-Unis d'Amérique. Oui, mais maître, ça veut dire comment justifier cet échec? Maître, ça veut dire après avoir dépensé tout l'argent qu'ils ont dépensé, et qu'aujourd'hui le bilan est globalement négatif, en sens que Nations Unies, par exemple en octobre là, on aurait dû avoir les élections législatives pour renouveler la totalité de la Chambre des députés et 2/3 du Sénat de la République. Mais nous pas gagné. Donc ça veut dire nous fonctionnons, et ça fait plus de 6 mois, nous n'avons pas un gouvernement légitime. C'est-à-dire nous sommes dans une situation de dysfonctionnement de la démocratie, mais aussi, tout cela se passe, tout cela se passe avec la présence des Nations Unies. C'est ça, les Nations Unies sont capables de dire que ce n'est pas eux responsables, c'est nous-mêmes haïtiens. Et que ça nous fait de principe de non-ingérence, si vous voulez, dans les affaires internes d'un pays. Donc haïtiens, c'est Abdou aujourd'hui, on quitte nous-mêmes haïtiens, nous ne résout le problème pas, nous, c'est pas étranger qui viennent faire pour nous. Non, écoutez, pourquoi on dit c'est la non-ingérence? Parce que Haïti, jusqu'à présent, il y a un bureau intégré des Nations Unies. Est-ce que le bureau, c'est le Saint-Domingue? Est-ce que c'est au Canada? Est-ce que c'est en France? Donc, c'est un bureau délégué par le Conseil supérieur, par le Conseil de sécurité, qui me considéré comme un exécutif mondial. Parce que le gouvernement d'Haïti, c'était d'abord un gouvernement assisté. Yo là, Nations Unies là, ça veut dire que tu as un travail pour faire, et travail pour te faire, c'est renforcer la démocratie en Haïti. Mais il n'y a pas qu'à constater, non seulement nous constater, il y a dysfonctionnement de la démocratie, mais en même temps, sacré comme symbole de la démocratie, le président de la République qui a été élu. Nous savons pertinemment aujourd'hui qu'il y a un problème de gouvernance très sérieux. C'est là que nous parlons avec vous là. Très sérieux dans le pays. Si la communauté internationale, d'après le développement là,
échoué, parce que nous pas arrivé à faire élection non plus, il échoué, mais on l'a toujours. L'opposition pas réussi à désigner un président de la République, Jean Saudil, là, dans le cadre d'implémentation de l'accord de Mariotte. C'est un échec tout. Et le président de la République, de son côté, qui ne dirigeait pratiquement rien, selon ça, observateur fait quoi. Donc, c'est tout le monde qui a échoué. Ouais. Donc, maintenant, dans le contexte d'échec, à tous les niveaux, et de part et d'autre, qui ça qui t'a de fait aujourd'hui, hein? Qui l'autre question, qui l'autre sujet que nous avons dû remettre en question, je dis, c'est tout le monde échoué. Nous sommes, comme vous le dites très bien, nous sommes dans un contexte d'échec. Mais l'échec est global et globalement partagé par les acteurs en présence. Maintenant? Premièrement, ça veut dire le président de la République n'a pas réussi pour toutes sortes de raisons. Il n'a pas réussi à faire les élections. Et l'opposition démocratique, l'opposition qui réclame son départ, il n'est pas arrivé jusqu'ici à renverser le président de la République. Notez qu'on ne peut pas renverser un président de la République par consensus ou bien par le dialogue, Wendell Théodore. On renverse, on évacue un président, soit par les suffrages universels, ça veut dire par les élections, ou bien soit par la voie révolutionnaire. Donc, au moment où je vous parle, je ne sais pas de quel paradigme, dans quel paradigme que l'opposition a réfléchi. Donc, est-ce que c'est dans le paradigme démocratique ou bien révolutionnaire, ou bien un micmac? Je ne comprends pas. Parce qu'on ne peut pas dire, parce que j'ai entendu dire, donc, une fois que le président de la transition, il vient désigner, et puis le gouvernement choisit, on va signifier l'acte au président de la République. Donc, on ne renverse pas un président par consensus, ni par le dialogue. Comment on se dit là? Donc, c'est par les urnes? Juste, soit on fait par la voie révolutionnaire? Ou bien par la voie révolutionnaire. Par exemple, il y a pas des soulèvements ou bien pas des coups d'État. Donc, mais c'est par consensus ou bien par le dialogue qu'on va renverser un président de la République. Donc, l'échec est globalement partagé non seulement avec les acteurs, c'est-à-dire l'opposition, le pouvoir et la communauté internationale. Maintenant, mais écoutez... Est-ce qu'on va justifier tout, maître Saint-Louis, est-ce qu'on va justifier le monde qui a préconisé un tabula rasa? Écoutez, ça c'est dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses, premièrement, on peut renverser un gouvernement, on peut évacuer un président, soit par les élections. Par exemple, l'opposition peut dire, après toutes les tentatives, on n'a pas réussi à renverser le gouvernement. Par exemple, on demande des élections anticipées. Par ce banc-là, par la voie démocratique, on évacue le président. Mais il peut aussi, dans sa stratégie, donc, intensifier les mouvements de contestation et de mobilisation de manière à procéder au renversement du président de la République. Mais s'il y parvient, elle y parvient. Donc, à ce moment-là, elle renverse l'ordre établi, l'ordre républicain établi, et puis elle établit son propre ordre. Et à ce moment-là... Là, vous parlez de l'opposition. De l'opposition. À ce moment-là, il va gagner la réalité du pouvoir, il va gagner l'effectivité du pouvoir, et tout le monde va le constater, tant au point de vue interne qu'externe, il va le constater que l'opposition a renversé le gouvernement, maintenant il a la réalité du pouvoir, donc il impose son ordre. Donc, ça veut dire, nous parlons d'une là. Donc là, nous en phase, nous en voie révolutionnaire. Nous en voie révolutionnaire. Mais maintenant, ce qui s'est passé, ça qui a passé aujourd'hui, c'est que nous sommes en face de deux faiblesses. Deux faiblesses dans la mesure où le président de la République n'arrive pas à diriger le pays, parce qu'il y a des espaces territoriaux qui ne sont pas sur le contrôle. Les patates mieux se dit affaiblis. Oui. Il n'arrive pas à diriger. À diriger, ça veut dire à imposer ses politiques publiques. C'est-à-dire diriger. Parce qu'en fait, le président a une vision. Donc ça veut dire que sa vision doit être implémentée et exécutée donc, à travers un gouvernement légitime. Donc il n'arrive pas à le faire. Donc le président est contrarié dans sa vision et dans sa mission. Mais de notre côté, avec tous les problèmes du monde, le président, il y a une érosion de popularité, mais aussi il est miné par une situation économique catastrophique. Mais il est là. Il tient ferme à la barre. Il est le détenteur réel du pouvoir. De notre côté, il faut comprendre aussi l'opposition a fait des gains considérables parce qu'il arrive à paralyser
et à contrarier le président de la République. Mais l'opposition n'a même tout n'est pas atteint l'objectif. Donc nous sommes en face de deux faiblesses. Donc, et face à cette faiblesse, ça me constate là comme faiblesse, on va comprendre que l'opposition et le pouvoir vont devoir contraindre pour chita son table de dialogue parce que le maître du jeu en a décidé ainsi. Donc, là, on longe d'autres sur international. International. Donc, c'est lui-même qui a l'objet de mettre deux Haïtiens, deux groupes d'Haïtiens. Des groupes haïtiens en chita. Parce que face et si on a refusé? Non, écoutez, nous ne sommes pas, il ne faut pas mentir aux gens. Face à la faillite, parce que nous sommes dans une situation de faillite de l'État. Et face à la faillite de l'État, nous avons délitement total des institutions démocratiques. Nous sommes là, le Parlement n'a pas existé, donc le pouvoir judiciaire, il fait mes potes. Donc il y a un délitement des institutions républicaines. Donc faillite totale de l'État. Et face à cette faillite de l'État, la réalité du pouvoir n'est ni plus ni moins celle de la communauté internationale qui contrôle tout en Haïti. D'après mon interview sur ce point, est-ce que la Constitution pas fait du président de la République le garant du bon fonctionnement des institutions? Absolument. Et à ce niveau-là? Vous avez l'article 136 Wendell. Il y a depuis un certain temps, il y a un certain endoctrinement des citoyens contre la Constitution de 1987. Et même tandis que le président de la République les plaint, il dit « Ah voilà, moi-même fait campagne, j'avais vendu des idées et des promesses. Je ne peux pas tenir promesse parce que non mon premier ministre et que je ne peux pas révoquer. » Ça a été aussi les complaintes de René Préval. La Constitution est source d'instabilité. Est source d'instabilité. Ça veut dire que la Constitution n'a pas hommage des manœuvres. Mais c'est faux, Wendell. C'est une lecture totalement erronée de la Constitution de 1987. Parce que l'article 136 de la Constitution... Oui, mais expérience aidant qui a prouvé le contraire. C'est parce que les acteurs politiques haïtiens ne maîtrisent pas le système politique. Ça veut dire comment on fait un président, un sénateur, un député, un ministre, et pour ne pas maîtriser le système politique là-dedans. J'ai l'impression pas dans le pays qui dirige le pays à 3-4 articles dans la Constitution. L'article 136 de la Constitution, il dit le président les garantit le bon fonctionnement des institutions. Non seulement l'article 136, il crée deux personnages, Wendell. Non mais ça, excusez-moi. Ça, il faut une explication. Non, mais article ça, à force de temps seulement, on retenu. Oui. On se dit, non, dirigeant n'a pas connu deux ni trois articles. Articles dans la Constitution. Mais au moins ça, nous connaissons. Mais au moins, ils connaissent mal. Ils connaissent mal parce que l'article 136 de la Constitution, il crée deux personnages. Aidez-moi clair là-dedans. Ok. Il crée deux personnages. Il crée le président de la République et le chef de l'État. Mais le président de la République n'est pas le chef de l'État. L'article 136 dit le président de la République, virgule, chef de l'État, veille au bon fonctionnement des institutions. Le président de la République, c'est parce que vous avez un exécutif et bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a une diarchie au sein du pouvoir exécutif. Ça veut dire que l'exécutif est partagé entre deux mondes. Le président de la République, élu au suffrage universel. Et le Premier ministre, qui est nommé par le président de la République en vertu de l'article 137 de la Constitution. Mais on ne saurait comparer l'élite du peuple avec celui qui doit son autorité qu'au chef de l'État. Il n'y a pas de comparaison possible, même si le Premier ministre ne se trouve pas dans une situation, une situation hiérarchique. Ça veut dire que le président n'est pas boss du Premier ministre, mais on ne peut pas comparer l'élite du peuple avec un monde qui est nommé et qui doit autorité seulement au président de la République. Là, on parlait de chef gouvernement. Chef gouvernement. Deuxièmement... Non, mais quelqu'un qui a dit comme ça que le Premier ministre
est l'émanation du Parlement. Non, ce n'est pas l'émanation du Parlement. C'est quoi? Le Premier ministre, regardez la Constitution de 1987. C'est le président de la République Qui désigne. qui donne, oui, qui désigne, il nomme. Ce n'est pas désigner, il choisit le Premier ministre. Choisit dans le vocabulaire du droit constitutionnel équivaut à nommer. Oui, mais Il nomme son Premier ministre. Oui, C'est-à-dire il tire sa légitimité directement du président de la République. et dans ce cas exceptionnel, on est d'accord tout que l'innommé, et c'est dans ce cas justement que le monde qui a un pouvoir de nomination, c'est pas les qui ont un pouvoir de révocation. Ah, absolument, mais il n'y a pas de salut pour le Premier ministre en dehors du soutien du président de la République. Parce que le Premier ministre est venu d'exécuter la vision du président de la République. Autrement dit, Mais pouvoir, mais vrai pouvoir, c'est le Parlement qui balise. non, ce n'est pas vrai pouvoir. Donc le Parlement ratifie. Oui, le choix, il ratifie le choix. Ce n'est pas le choix, la déclaration de politique générale du gouvernement. Bon, ça c'est une Non, ce interprétation n'est qu'on pas baille. une interprétation. En tout cas, parce que dans en tout cas, si c'est lui-même, si le Parlement, c'est lui-même qui est capable de rejeter le choix. Et c'est ça qu'il fait chaque jour. Est-ce que c'est une mauvaise interprétation de la Constitution qui fait que... Il peut rejeter le choix, et pas le choix. C'est Il ça, peut monsieur. rejeter la déclaration de politique générale du Premier ministre, mais ce n'est pas... Et maintenant, Écoutez, excusez-moi, maître, maintenant que la déclaration de politique générale est rejetée, qu'est-ce qui va passer? Donc à ce moment-là, justement, Wendell Théodore, les rejeté la déclaration de politique générale du Premier ministre. Comme sa Constitution dit, le Premier ministre écrit au président de la République pour lui présenter sa démission. Oui, c'est pour la forme. Non, ce n'est pas pour la forme. S'il écrit pour présenter sa démission, c'est qu'il a été en fonction. On ne peut pas qu'à démissionner si on n'est pas en fonction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Premier ministre allait tirer légitimité directement du président de la République. La déclaration de politique générale ne confère pas au Premier ministre une double légitimité, mais au contraire, c'est un acte d'engagement. Donc, en faisant la déclaration de politique générale devant le gouvernement, ce n'est pas l'autre légitimité que le Premier ministre a cherché. Il s'engage devant les autorités politiques du Parlement, il dit voici la politique que je compte mener. OK. On actualiser question. Absolument. On actualiser question, maître. Okay. Et dans quelle catégorie vous avez mis, par exemple, Jean-Michel Lapin aujourd'hui? C'est un gouvernement qui n'existe pas. Il n'existe pas tout court. Il n'existe pas pour qui ça? Il n'a pas existé. Premièrement, l'article 165 de la Constitution, il dit en cas de problème permanent, ça veut dire incapacité du Premier ministre ou incapacité permanente pour liquider les affaires courantes. Rappelez-vous que le Premier ministre a été sanctionné par le Parlement. Mais le sanctionné par le Parlement, il faut l'écrire au président de la République pour présenter sa démission. Ce qui a été fait? C'est ce qui a été fait. Il présentait sa démission. De la fin de présenter la démission, il faut le rester là, il faut le rester sur place, il faut le rester en place pour liquider les affaires courantes de l'État. En même temps, donc on connaît tout les bails politiques, mais en essayant de contester le vote du Parlement, ils font tentative pour aller devant la justice. Parce que la justice n'a pas à se prononcer sur des questions politiques. Donc, si on vote de censure, c'est un vote de censure. Donc, il aurait dû rester en fonction pour liquider les affaires courantes de l'État. Donc, il devine une démission, mais on a jugé que la démission du Premier ministre Jean Ricien était trop tardive. Est-ce que là, nous sommes capables de dire, là, on a essayé d'interpréter, le président, il fait Jean Ricien un coup, parce qu'il n'a pas gagné confiance, et Jean Ricien, à sa manière ou à sa façon, il est président de la République, il a un coup. Dans le sens que, depuis lors, pas jamais un Premier ministre qui a ratifié. Donc, problème, est-ce que nous casons comme ça? Justement, c'est parce que la politique en Haïti ne consiste pas à résoudre les problèmes fondamentaux du pays. La politique en Haïti, c'est presque un jeu de coups bas, ce qui consiste à donner à vos adversaires rivaux ou prendre des coups bas en politique. Donc c'est comme ça. Donc un jeu de dupes, un jeu de coups bas. De coquins aussi, non? Justement. Ça, il n'a parlé nous-mêmes de la modernité, il n'a parlé de droit, je vous dis. Donc ça veut dire, article 165 là, il était dit que le Premier ministre, il doit être en place. Parce que, regardez-vous, la Constitution n'a pas dit rester en fonction, non? Il dit rester en place.
On aurait pu même dire rester sur place, ça veut dire que restez là, en attendant que l'autre la vite. Donc c'est pas en fonction. Vous n'êtes pas, quand vous êtes démissionnaire, vous n'êtes pas en fonction. Parce que quand on dit... Oui, mais comment on a liquidé, c'est pas en fonction. Comment on a liquidé les affaires courantes, c'est pas en fonction. Ça veut dire liquider les affaires courantes. Ça veut dire liquider ça que tu là déjà ou que tu es en cours? Ça veut dire ça que tu là déjà. Ça veut dire c'est très réduit. Donc, pas des décisions qu'on prend. Pas des décisions qu'on prend. Parce que tout simplement, il y a deux questions posées avec la démission du Premier ministre. Premièrement, Léo dit reste en place, reste pas en fonction, il faut comprendre. Donc la démission du Premier ministre équivaut à la fin du contrat. C'est la fin du contrat du Premier ministre avec l'administration publique. Il n'a pas de contrat avec l'administration publique, c'est la fin du contrat. Et deuxièmement, le Premier ministre n'a pas son entrée. Il n'a pas entrer maintenant au Parlement. Parce que, suivant notre régime politique, il ne peut pas avoir d'action gouvernementale sans une instance de contrôle. Donc s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de contrôle. D'après moi, retourner sur le gouvernement, on dit qu'il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Parce que, l'article 165 dit qu'au délai de 30 jours, pour continuer à liquider les affaires courantes, passer ce délai, donc le gouvernement de la paix n'existe pas. Mais ça, pour faire entendre, c'est que la Constitution a créé un poste de Premier ministre intérimaire. Parce que le Premier ministre intérimaire, c'est un Premier ministre. Tout comme un président provisoire, c'est un président. Oui, mais écoute, Premier ministre intérimaire, là, M. Lapin, pas la donne. Ça veut dire 30 jours à passer. Donc, il est totalement épuisé. Mais ce qui a été fait, c'est qu'on a nommé. Il faut changer, parce qu'on ne peut pas changer un Premier ministre intérimaire en Premier ministre tout court. Tout comme on ne peut pas changer un président provisoire en président définitif. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, maître, professeur Antounet, Antounet sur l'accord de Mariotte, le jeu qui force à raisonner, et en peu de mots, l'avenir du document. Le document n'a pas d'avenir. L'accord de Mariotte n'a pas d'avenir? N'a pas d'avenir. Pour la simple bonne raison. Ça veut dire folle, et c'est ça ne parler de l'effectivité. Et ça ne va pas sans poser quelques problèmes juridiques et politiques. Premièrement, l'accord de Mariotte dit il faut aller vers la Cour de cassation. Mais je vous ai dit que la Cour de cassation n'a pas de rôle politique. Et deuxièmement, les juges de la Cour de cassation ne sont pas candidats à des postes politiques. Et surtout apprendre que quelqu'un qui a fait campagne. Ne sont pas candidats à des postes politiques. Ça veut dire la Cour de cassation est là pour assurer l'empire du droit. Et c'est un précédent? Non. Écoutez, parce que, écoutez, là on dit mais on va, par exemple, les gens disent nous parlons dans la Constitution non amendée. Mais écoutez, pas de gens dans une situation côté État Pascal qui a fait campagne pour le président, non? Il y avait une situation, donc une situation qui te permet que Erta vienne président provisoire de la République parce que tu as une vacance présidentielle. Pas de bonne situation côté le président Boniface a fait campagne pour te remplacer Jean-Bertrand Aristide. Il y avait une démission. Et il y a une constitution qui te prévoit qu'en cas de démission, en cas de vide des vacances présidentielles, mais qui bon pour aller pour remplacer le président de la République. Mais Wendell Théodore, je vous ai dit, au moment où je vous parle, pas de vacances présidentielles, pas de constitution qui prévoit. Oui, mais... La Cour de cassation, parce que la Cour de cassation l'exclut. Mais là, ma retourner à samedi déjà, et mobilisation dans la rue. Oui, mais écoutez, vous répondez aux questions ça déjà. On dit ça qui arrive dans une situation que, par la mobilisation populaire, en situation de mécontentement général, et à ce titre-là, et puis président parti. Maintenant, à ce moment-là, on n'est pas dans une formule démocratique ou bien dans une formule constitutionnelle. Donc, à ce moment-là, on peut apprivoiser, on peut décider... On pose des questions à d'autres juristes ou à d'autres politiciens qui me parlaient de questions... Jean Ouellan, est-ce que la Constitution est en veilleuse?
bon, il ne va pas dire que la Constitution est veilleuse, mais on dit que nous sommes déjà en dehors de la Constitution. Il fait référence, par exemple, au Premier ministre, il fait référence à l'élection qui a dû être faite, qui n'est pas faite, parmi tant d'autres. Parmi d'autres exemples que tu es capable de bailler pour dire que nous déjà pas dans la Constitution. Et si nous pas dans la Constitution, eh bien là, il est capable d'envisager possibilité pour forcer le président bailler vague. Si vous n'êtes pas dans la Constitution, Wendell Théodore, d'où vient la formule du Premier ministre? Quand vous venez? Quand vous venez, vous dites? Oui. Mais c'est vous qui répondre. Oui, mais si on n'est pas dans la Constitution, mais d'où vient la formule du président? D'où vient cette diachie qu'on veut installer et à la tête du pays si vous arrivez et obtenir la démission du président de la République? Mabzo Wendell. Non, il parle de situation de... Écoutez, il y a deux situations qui se présentent. L'article 58 et 59 de la Constitution, il dit souveraineté nationale là, il réside dans l'universalité des citoyens. Mais ce n'est pas 11 millions d'habitants qui exerçaient la souveraineté nationale. Mais toutefois, il en délègue l'exercice à 3 grands pouvoirs de l'État. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. C'est-à-dire, et l'article 173 de la Constitution, il dit la gouvernance du pouvoir judiciaire, elle est assurée par les cours et les tribunaux. Et ensuite, et les tribunaux spéciaux. Donc, à ce moment-là, on peut comprendre que les 3 pouvoirs de l'État constituent non seulement la souveraineté de l'État, mais les fondements de l'État. Maintenant, comment et par quelle formule magique qu'on va désigner un juge de la Cour de cassation pour remplacer un président qui est encore en exercice? Bon parti dans le texte que je lis, bon, je avait dit que quand le professeur se prend pour prophète, je avait dit ça, et ou dit, ou écrit, pardon, et m'a cité avec votre permission, évidemment, en politique, on ne réalise pas tout ce qu'on veut. La politique unie, désunie et réunie. Dans la conjoncture actuelle, il faut cohabiter avec Jovenel Moïse contre Jovenel Moïse. C'est-à-dire, à défaut de mariage d'amour impossible, il faut envisager de conclure avec lui un mariage de raison, désormais possible dans l'intérêt de tous et sans exclusivisme. L'arrivée d'une mission politique de haut niveau déléguée par les Nations Unies et les États-Unis forcera-t-elle les concepteurs de l'accord de Mayotte à raisonner dans le sens de la cohabitation, ou est-ce que l'opposition va donner une autre direction à sa lutte en lui enlevant toute armature légale au constitutionnel, donc révolutionnaire? Même dans des hommes politiques de l'opposition, ils parlent dans ce sens-là, même non sans parler à la... Ouais. D'ailleurs, on dit comme ça que l'émissaire qui a rentré, il ne va pas m'intéresser, attendez, il ne va pas m'intéresser par la veille. D'abord, c'est un seul bagage à attendre aujourd'hui. C'est la démission. Il n'y a pas de chita, il n'y a pas un émissaire qui vient faire opposition en chita avec Jovenel Moïse, président de la République. Donc le président de la République a dit qu'il ne démissionnera pas. Donc quels moyens dont dispose l'opposition pour évacuer le président de la République? C'est la première question. Deuxièmement, Wendell, on ne fait pas de la politique avec émotion, avec passion. La politique, c'est d'abord un rapport de force, mais un rapport d'idées, mais aussi un rapport d'intelligence. Et il faut aussi dénoncer l'excès de moralité qui gagne dans la politique haïtienne. Parce que politique là, on n'a pas fait toutes sortes volées, mais toutes sortes capables. Mais toutes sortes capables là, liées en fonction du temps. Par exemple, Mabo est président de la République là. À un certain moment de la durée, si on prend même après la démission de Michel Lapin comme Premier ministre, le président a eu un moyen pour faire un dialogue avec l'opposition et il a venu chita avec. D'accord? Ça veut dire avant il est là, ça veut dire après Lapin, tu fini démissionner, même avant la désignation de Fritz William Michel. Le président de la République avait la possibilité de convoquer la classe politique, de réunir avec la classe politique en vue de trouver un consensus, une solution à la crise.
Ça veut dire pour nous dire politique là, on pas faire tout ce qu'on est capable. Mais tout ce qu'on est capable, on peut faire ce qu'on est capable, mais ce qu'on est capable là, il est en fonction du temps. On rend nous compte que par rapport au temps que le président a certainement gaspillé, et c'est comme si on dit aujourd'hui, par rapport à la réaction de l'opposition, on dit il me semble que le temps a vraiment suspendu son vol. C'est comme si, pour le président de la République, le temps suspend le vol. C'est ça qu'on a l'impression pour comprendre. Mais du côté de l'opposition aussi, il faut réaliser que après 2 mois des pays LOC, donc on n'est pas arrivé à évacuer le président de la République. Entre-temps, il y a la mort. Il y a les vies qui sont jouchées. Donc il y a une situation catastrophique dans ce pays. Les Haïtiens deviennent de plus en plus pauvres. Au moment où je vous parle, la faim tenaille presque 4 Haïtiens sur 5. Ça, ce n'est pas... On parle de catastrophe. Dans la situation actuelle là, on ne peut pas même parler un gouvernement viendra après Jovenel pour faire le développement. Non, on ne peut pas même parler de développement. Nous sommes dans une situation de catastrophe. Oui, mais maintenant qui ça doit faire? Et c'est la raison pour laquelle les jeux forcent à raisonner. À raisonner parce que les deux côtés ont faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle que je dis, le maître du jeu décider qu'il faut qu'il y ait une cohabitation politique. Après le dialogue. Après le dialogue. Une cohabitation politique entre, ça veut dire, mon gouvernement qu'a fait, le président Jovenel Moïse a prêté comme chef de l'État et a bon premier ministre et un gouvernement avec l'opposition de manière à lancer le pays vers les élections générales anticipées. Maître Sonnet Saint-Louis, avocat, doctorant en droit et diplômé en philosophie, professeur d'université. Merci infiniment. Merci Wendell Théodore, ça a été un plaisir et nous disposer pour nous faire continuer le dialogue là, parce qu'il y a certainement des points qui n'ont pas été éclaircis, parce que le texte est long et vous avez un autre invité, mais nous toujours disponibles et disposés pour nous apporter lumière, nous, donc j'en suis capable. Merci beaucoup, maître. Merci Wendell Théodore. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole, maître Sonnet Saint-Louis. À venir dans un instant, madame Fedora Pierre-Louis, directrice d'engagement public à la World Vision, à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention universelle du droit des enfants. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce 20 novembre. Comme annoncé, notre deuxième invitée, madame Fedora Pierre-Louis, qui est directrice d'engagement public à la World Vision, à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention universelle du droit des enfants. Bonjour, madame, et bienvenue. Bonjour, monsieur Théodore, et merci de nous accueillir. C'est un plaisir partagé. Nous sommes contents de parler des enfants aujourd'hui. Et alors, il y a une question que tout le monde t'a posée aujourd'hui. Hein. Est-ce que toujours songer droit Timonio? Est-ce que Timonio, est-ce que doit y respecter? Qui travaille que nous faisons au niveau de World Vision pour garantir, ne serait-ce qu'en partie, puisque tout travail là, c'est l'État pour faire, ne serait-ce qu'en partie côté nous y est aujourd'hui. D'abord, on parle de droit Timonio. On parle de droit Timonio. Alors, moi, je voulais commencer par dire que il y a une pile organisation qui justifie la présence, moi, je veux dire. Donc, c'est d'abord réseau Organisation chrétienne pour protection de Timon, qui c'est Roche-P, qui justifie la présence, moi, je veux dire, à part de World Vision. Donc, et on nous parlait de droit Timon. Donc, en pile fois, nous avons mené des actions, nous avons pris des mesures et nous oublions Timounio. Tout à l'heure, nous avons commenté que qui gens nous capables de faire construire un avenir sans que nous pas considérer présent Timounio. Donc, convention droit Timounio, je veux dire, ça fait 30 ans que l'IT signé. Et ça fait presque 30 ans que l'IT ratifié, parce que nous-mêmes nous ratifié en 90, en janvier 90. Mais alors, ça veut dire que nous prenons un engagement
pour nous respecter droit Timonio, quitte à ce que ça veut dire pour nous modifier quelques lois ou bien modifier quelques applications loi en dedans pays. Et donc, est-ce que droit Timonio est respecté? Nous clair si nous regardons l'environnement immédiat, nous clair que... Droit personne ne va respecter. Droit personne ne va respecter et à plus forte raison droit Timonio. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si nous-mêmes adultes, nous affectés par tout ça qu'a fait, à plus forte raison, Timonio, même à un degré encore plus large et plus sérieux, ils sont affectés. Parce que non, mais une question pour nous poser, par exemple, lorsque, ne serait-ce qu'à travers des manifestations de rue ou bien des interventions dans les médias, le NAP dit, nous avons droit à ceci, nous avons droit à faire cela, est-ce que nous pensons à droit à Timonio? Est-ce que nous pensons à eux? Est-ce que nous pas oublier Timonio parfois et que c'est peut-être nous? Je pense que souvent nous oublions Timonio. En pile fois, pas parfois. Souvent nous oublions Timonio et souvent que nous oublions que c'est eux pourtant en priorité. Dans tout ça que nous avons fait, dans tout mouvement que nous avons mené, il faut que l'intérêt Timonio lui-même il défend. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas aucun droit de vote, ils n'ont pas aucune incidence politique ou bien. C'est nous qui avons décidé pour eux. Donc nous avons besoin d'agir mieux. Un petit rappel, Mme Pierre-Louis, sous, on est quelques-uns des droits fondamentaux des enfants. Certainement. C'est que ça, oui. Donc, et convention lui-même, il présente sous 4 principes fondamentaux. D'accord? Nous avons le droit de vivre, le droit de survivre, le droit de se développer et le droit d'avoir le droit de s'exprimer et d'avoir ses opinions respectées. Ça, ce sont les principes fondamentaux qui se trouvent au sein dans le contenu de la Convention. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire que la Convention garde plusieurs droits en soi. Par exemple, dans la question droit de vivre, nous avons droit à la santé. Il y a plusieurs articles dans la Convention qui veulent renforcer la question droit à la santé pour tout le monde. Nous avons tout droit à l'identité. Chaque enfant doit avoir un nom, une nationalité, parce qu'à défaut de nom, il n'est pas reconnu par l'État. Donc ça sont l'autre prévention que nous sommes capables de trouver dans la Convention. Nous avons certainement droit d'appartenir à une famille, de vivre en famille. Nous avons le droit à l'éducation. Nous avons le droit à la protection contre les violences. Donc ça, c'est un ensemble de droits fondamentaux que nous sommes capables de retrouver dans le texte convention qui est servi comme de référence dans toute sa gain pour avec action qui pour favoriser bien-être Timonio et protection Timonio. Et donc, occasion aujourd'hui, ce n'est pas seulement un rappel de droits, mais c'est surtout un appel à l'action, pas vrai, face à ces droits. Voir où on en est, pour nous faire un monitoring, pour nous garder vraiment, après ça, pour nous faire, nous finissons faire meilleur coup, pour nous garder, pour nous voir qui ça nous capable de faire, à niveau local, à niveau départemental, à niveau national, pour que nous portions vraiment une amélioration pour bien-être et protection de Timonio. Alors, notez quelques-uns et dans le droit qu'on énuméré là, bien que moi, retenu 2 ou 3, moi, noté, je ne vais pas noter tout, même noté. Même retenu, il y a qui a attiré l'attention et que nous allons essayer de contextualiser. Très bien. Droit à la santé, droit à l'identité, de vivre en famille, droit à l'éducation, droit à la sécurité. Quelques-uns. Ok, très bien. On nous faut camper sur 2. Droit à la santé, droit à l'identité. Oui, l'intéressant, j'en priorisé de ça, parce que c'est logique qu'on priorise. Parce que est-ce que nous avons garanti l'autre droit si Timon n'a pas existé? Est-ce que nous avons garanti l'autre droit si Timon n'a pas en santé? Donc c'est un choix qu'on fait à son choix qui est extrêmement logique pour nous prioriser. Et moi, merci pour ça. Donc, droit à l'identité, je vais commencer par ça d'abord. Parce que j'aime ça dire là, la convention elle prévoit que tout Timon doit gagner un nom. Tout le monde doit avoir une nationalité. C'est comme ça que l'État reconnaît. OK? Donc, sans pas l'identité pas exister. Exactement. C'est ça que je veux dire. Donc, sans déclaration, sans certificat de naissance, l'État ne peut pas reconnaître ce monde. Si l'enfant n'est pas reconnu, il ne peut pas être protégé. Si l'enfant n'est pas reconnu, il ne peut pas être soigné. Il ne peut pas être éduqué. Il ne peut pas être scolarisé. N'est-ce pas? Donc, essentiellement, le droit à l'identité, ça doit être une priorité pour nous en tant que nation, en tant que pays. Où on en est maintenant? Des milliers d'enfants haïtiens n'ont pas de certificat de naissance. Des milliers? Il va plus? Il va plus? Bon, je dis des milliers parce que je connais que l'ICA plus, oui.
des milliers d'enfants dans des communautés. Nous avons regardé des communautés qui sont plus vulnérables. Nous avons regardé même ici dans Port-au-Prince, dans la première ville. Donc c'est comme si vous avez dit en d'autres termes qu'il y a des milliers d'enfants qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Il y a des milliers d'enfants vivants, mais qui n'existent pas en Haïti juridiquement. C'est ça. Donc, on regarde qui répercussions ça a gagné au long terme. Dans la question protection timoun, dans la question santé timoun, dans la question garantie et scolarisation timoun, non, mais même protection, on a parlé de protection par exemple. Qui raison penser que c'est aussi facile pour que traite de timoun nan li fait parce que timoun nan lui-même pas grand trace de lui-même. Donc, c'est difficile, son petit monde n'est pas retracé, c'est difficile que nous arrivions à joindre, ou bien que lui-même, il compte qui côté le sorti, qui compte qui est lié, etc. Donc, droit à l'identité, son droit que nous vraiment voulons mettre accent sur lui dans le cadre et 30e anniversaire, ça, pour nous, qui ça nous capable de faire, année ça, et nous pas besoin de trop ambitieux, parce qu'en pile fois, c'est nous trop ambitieux. On regarde qui action nous capable de mener de façon concrète, même si c'est à niveau local, à niveau départemental, ou bien même à niveau national, parce que je me rappelle, moi, pour question de droit à l'identité, ça fait 2 ans, nous avons un décret qui t'a facilité le processus là, pour les gens de moins de 2 ans, qui te permet aux parents de accéder à enregistrement à la naissance. Mais quand on nous fait, par exemple, on nous garde dans la communauté, qui gens doit ça appliquer dans la communauté. Qui gens ont observé? Est-ce que vous pas fait la plus difficile pour les gens qui sont moins capables? Est-ce que vous comptez qui côté pour y aller? Est-ce que les aller vers les gens que pour y aller? Est-ce que pas une injustice qui fait ça, face à ça, qui empêche que les gens continuent le processus pour garantir que les gens moins de 2 ans ou bien même au-delà de 2 ans gagnent un certificat de naissance. Ça c'est le premier bagage là. Vous avez mentionné tout à l'heure droit à la santé. C'est vrai que si les gens ne sont pas soignés, c'est difficile que les jouissent de droits. C'est difficile, ça peut être atteinte à développement, ça peut être atteinte à un paquet d'autres aspects dans la ville. Donc, qui côté nous y est, question santé ici en Haïti? Tout le monde connaît. Nulle part. Tout le monde connaît. Donc, nous avons une quantité de gens qui sont mal nourris, donc qui ne pas joindre éléments essentiels pour la nutrition. Donc, les gens qui sont mal nourris, nous connaissons et question développement, qui gens que ça a affecté. Question santé, tout, nous avons un paquet de gens qui n'ont pas accès à la santé. Soit ils sont trop loin, soit ils sont trop chers, soit ils ne sont pas structurés, ils n'ont pas assez structurant dans le centre de santé pour joindre les soins qu'ils ont besoin. Des milliers d'enfants ne sont pas vaccinés comme il le faut. Madame donc, ça veut dire, oui. Dans un contexte, par exemple, alors, c'est une façon pour ne pas dénoncer seulement, pour ne pas poser problème que peut-être un peu le monde connaît déjà. Comme problème. Dans un contexte de crise généralisée, comment protéger ces enfants, selon vous, par rapport à l'insécurité? Vous pouvez répondre à la question ça? Nous allons essayer pour un élément de réponse. Je pense que, en général, nous avons besoin de prioriser Timonio dans tout ça qu'on fait. Et à plus forte raison dans un moment de crise. Pas seulement dans la cellule immédiate, mais tout en tant que communauté. En tant que communauté. C'est pour ça que c'est essentiel que, par exemple, effort de sensibilisation que nous avons fait là aujourd'hui, plateforme ça que je connais, il y a des milliers de gens qui écoutent l'émission là, qui là qu'attendent, nous avons besoin de commencer à réfléchir. Donc, Roche-P lancer première pierre là dans de l'eau aujourd'hui, mais nous avons besoin de commencer à réfléchir qui gens nous capables de faire plaidoyer sans que nous pas affecter bien-être Timoun. Qui gens que nous capables de défendre tête nous pendant ce temps, ça qui est important c'est défense Timoun. Qui gens nous capables de faire parce que yo pas exclusif, yo doué inclusif. Droit à l'éducation. Comment faire respecter ce droit? Le droit des enfants à l'éducation en Haïti. Le droit des enfants à l'éducation, ce que ça dit que ça doit garantir l'instruction pour tout enfant. Garantir l'opportunité d'apprentissage pour tout enfant. Et c'est extrêmement important de voir comment est-ce que nous pouvons mettre des mesures en place pour assurer que pas une majorité, mais tous les enfants aient accès à l'école. Et c'est possible. Et contextuellement, on voit que le problème, c'est quoi? C'est qu'en Haïti, la majorité des écoles, elles sont privées, ou bien on prend aussi de la qualité de l'éducation. Donc,
constamment ne pas perdre ces éléments de nos objectifs. De voir comment nous pouvons constamment réviser la qualité de l'éducation, mais aussi garantir l'accès à l'éducation pour la majorité des enfants. Qui garantit le respect de ces droits? L'État? Les ONG? Je ne sais pas. Donc, en signant la Convention, en la faisant ratifier, c'est un engagement que nous avons pris en tant que pays. Donc, le pays, il est représenté par l'État d'abord. Donc, ça veut dire que c'est l'État. C'est l'État d'abord. Qui a la responsabilité. Nous avons, alors, l'engagement signé, c'est un engagement pays, c'est un engagement moral, c'est une responsabilité de tout un ensemble de secteurs. Dans le contexte d'un État failli, par exemple, quel recours? Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est une responsabilité de tout un ensemble de secteurs. C'est tout un ensemble de secteurs qui est concerné par les droits des enfants. Pas seulement l'État. L'État a signé, mais l'engagement, c'est un engagement pays. C'est un engagement qui concerne les organisations membres de la OHP, et la World Vision. C'est un engagement qui concerne les influenceurs comme vous. C'est un engagement qui concerne le secteur des leaders religieux, le secteur éducatif. Nous sommes tous concernés par la protection et le bien-être des enfants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous, pas seulement de rappeler, de faire un rappel sur le droit et des enfants, etc. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'appeler à l'action. Et nous allons frapper aux portes, nous frappons aux portes de tous les secteurs. Des influenceurs des médias. Que pouvons-nous faire pour continuer à garantir la protection et le bien-être des enfants dans votre secteur? Le secteur religieux, que pouvons-nous faire ensemble? Je sais que dans plusieurs communautés dimanche dernier, beaucoup de leaders religieux ont parlé des droits des enfants et ont contextualisé la problématique des droits des enfants dans leur communauté. Donc, à niveau du secteur d'influenceurs, influenceurs sur les réseaux sociaux, influenceurs médiatiques comme vous, que pouvons-nous faire ensemble? Parce que le travail, il ne va pas dépendre d'un seul acteur. Pour vraiment avoir un impact important, il faut nécessairement qu'il y ait une collaboration, qu'il y ait un partenariat. Il faut nécessairement que le travail soit fait ensemble. Donc, 30 ans après, la situation est préoccupante en Haïti ou? Préoccupante, urgente, immédiate. Et il faut agir vite. Il faut agir vite, il faut agir tout de suite, il faut agir ensemble. Parce que si chaque monde a fait un bagage sous bord par eux, c'est difficile que nous ayons un impact que nous avons réalisé. Donc, pour vous dire, par exemple, nous avons parlé tout à l'heure du droit à la protection. Pas vrai? Du droit à la protection contre les violences. Nous avons un cadre légal qui est assez solide comparément aux autres pays de la Caraïbe. Donc, on ne va pas nier les progrès qui ont été réalisés jusqu'à date dans notre cadre légal. Par exemple, nous avons la loi contre les violences faites aux enfants qui a été adoptée en 2003. Nous avons la loi d'inclusion aux personnes handicapées qui concerne aussi les enfants. Nous avons des protocoles sur les actions à mener ou bien les mesures législatives en ce qui a trait à la traite des enfants et à la prostitution des enfants et tout ça. Donc, notre cadre légal est bien que nous avons encore des lacunes et des vides à combler, mais notre cadre légal est déjà important et solide. Comment nous pouvons le renforcer? Comment nous pouvons passer de la théorie à la pratique? Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de voir que pouvons-nous faire ensemble pour passer de la théorie à la pratique. Et c'est ça le message du jour? C'est ça le message du jour, c'est réitérer la priorisation des enfants. Dans nos actions? Dans nos actions, dans nos décisions surtout. Je parle de décision parce que quand j'ai dit de passer à la théorie, à la pratique, il faut nécessairement voir comment faire appliquer la loi. La loi contre le châtiment corporel, c'est une loi qui existe en Haïti. Cependant, 85% des familles ont recours au châtiment corporel pour corriger leurs enfants. Ça veut dire qu'ils battent. Mais moi, il y a des efforts, comment c'est fait par ce dernier moment. Très bien. Tu as regardé sur Internet, il y a un maman qui tape maltraité. Petit, même quoi, la police t'a arrêté là après ça. Par contre, la gueule. Donc, c'est très bien. Donc, ça veut dire que il y a des cellules qui sont en place dans la communauté pour renforcer les séries de problèmes. Donc, qui gens que nous sommes capables de mettre là à un degré national
effort ça. Que prochaine fois, nous chita, on a parlé de 40e anniversaire de convention, que nous pas parler de 85% de monde qui recevoir bâton la caillou. Que nous, qui gens que nous capables éradiquer question accès à la santé et qui est difficile pour Timounio, qui gens nous capables d'adresser. Bien que il y a des gens qui posaient le problème, ou encore le bon et le mauvais côté du châtiment corporel. Je ne pense pas qu'il y a un bon côté. Parce que je pense que ça qui gagne, c'est un manque d'information. Pas vrai? Donc nous normalisons en pratique. On prend un bâton en pile. Oui. Mais ça veut dire c'est justement ça, nous normaliser. Donc on dit que c'est pas ça que j'aime bien? Moi, peut-être du côté, peut-être plus loin, sous pas de jeune bâton. Ou quoi ça? Moi, quoi fermement dans ça. Parce que moi-même, par exemple, moi, pas recevoir bâton et nous tous les deux nous chita sur la même plateforme. Ça, c'est témoignage personnel, pas moi. Ça veut dire, est-ce que... Mais si vous nous comparez les gens en situation globale, les gens en situation aujourd'hui, et gens étaient avant, côté que tout le monde était peur, tout le monde était peur adulte, peur voisin, et je dis, tout le monde ne pas respecter personne. Ou vous dites deux bagages, vous dites peur ou dites respecter? Oui, les deux. Les deux. Mais est-ce que nous discipliné par la peur ou bien nous discipliné par l'autorité? Parce que c'est deux bagages qui sont différents. Méthode que nous pratiquée pour nous corriger Timoun, il n'y a pas besoin néfaste à ce développement Timoun. Et c'est illégal. Donc, sur le territoire national, c'est illégal. D'accord? Parce que le cadre légal là, il y a un temps prévoir. Il y a pile de monde qui a violé la loi. Il y a pile de monde qui a violé. Donc, qui ça nous capable de faire? Donc, ça veut dire, par exemple, nous connaissons que, par exemple, World Vision commence à travailler avec l'école pour que nous, qui gens nous capables de renforcer la méthodologie de discipline positive. Pas seulement avec l'école, mais aussi avec la famille. Parce que c'est transformation mentalité à la printemps. Adoption en nouvelles pratiques, la printemps. Mais nous avons besoin justement d'abord d'une volonté, que d'une compréhension pour que tout le monde adhère à mesure ça. Ça, c'est seulement un seul aspect. Pas vrai? Aspect question violence physique qu'a fait tout le monde. Mais nous connaissons que il y a une violence sexuelle, il y a une violence mentale, il y a une négligence, des cas de négligence extrême. Des petits gens qui vivent en domesticité, qui maltraités. Vous pensez que nous arrivons à l'heure, côté que nous avons réagi pour notre pays, côté que lorsque y a martyrisé les gens et que l'État dit bon, on a besoin de prendre. Vous pensez que nous arrivons là? Faut nous avons déjà un système qui est assez autonome et assez solide pour lui recevoir les gens. Mais nous connaissons que nous gagnons un pile progrès pour nous faire avant. En tout cas, 80% par an, tu as battu mon pour qu'après. Madame Pierre-Louis, Fédora Pierre-Louis, c'était un plaisir de vous avoir ce matin avec nous à Métropole. Vous avez un dernier mot? Un dernier mot, c'est justement, je veux réitérer cet appel à l'action pour les enfants, en faveur des enfants, en faveur de leur bien-être. Donc, avec Roche-P et la World Vision veut appeler tous les secteurs à s'engager cette année fiscale, à prendre une action en faveur des enfants. C'est le défi que nous lançons. On ne peut pas me le dire. m'a tourné sous. Je vous attends. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci encore, Allez, M. Winter. À bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.